L'autre grand titre de ce journal, c'est la disparition de l'ancien grand rabbin de France, René Samuel Sirat. Il avait 92 ans et sera enterré ce dimanche à Jérusalem, né à Beaune, en Algérie. Le grand rabbin Sirat dirigeait la section d'études hébraïques et juives à l'INALCO entre 1965 et 1996. Une institution où il œuvra pour que, comme il expliquera plus tard, l'hébreu obtienne un statut identique aux autres langues vivantes enseignées dans les écoles et universités françaises. C'est en 1981 qu'il sera élu grand rabbin de France, prenant la succession du grand rabbin Jacob Kaplan Zichrono Livracha. Il sera alors le premier rabbin séfarade à exercer cette fonction en France. Bonjour Marc Eisenberg. Et merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'Alliance israélite universelle et vous avez très bien connu le grand rabbin Sirat. Quels sont vos premiers mots après l'annonce de sa disparition ? Évidemment, c'est une grande tristesse et notre condoléance à toute la famille, à ses 3 enfants, Hélène, Gabriel et Annie, à son épouse, son ex-épouse Colette. C'est une grande tristesse et je pense qu'il est très important de faire référence à son travail pour la communauté juive française, pour les juifs du monde entier, pour la paix. Dans la vie du rabbin Sirat, il a d'abord été rabbin en province, à Clermont-Ferrand, à Toulouse. Vous avez mentionné une de ses œuvres majeures, c'est qu'il a lutté pour l'hébreu. Et je dirais avec presque un peu de naïveté qui parfois réussit à renverser les montagnes, ils allaient voir le ministre de l'Éducation pour obtenir qu'on enseigne l'hébreu dans les écoles non juives et à l'université, et il a obtenu l'instauration d'un CAPES et d'un doctorat d'hébreu qui n'existait pas à l'époque. Et quand il était ce qu'on appelait aux langues orientales, ouais, l'hébreu a connu un âge d'or en France. Malheureusement, depuis, c'est un petit peu parti en limbe, c'est dommage, mais il a été un grand artisan de la culture de l'hébreu. Ça, c'est une première chose. C'était quelqu'un de très courageux et c'était quelqu'un d'extrêmement solide dans ses convictions. Très courageux parce que vous avez mentionné évidemment le fait qu'il a été grand rabbin de France entre 1980 et 88 et il n'a pas pu se représenter. Oui. Parce que dans un débat assez célèbre, il n'a pas accepté une conversion de complaisance faite dans la famille Rothschild, comme il était d'usage. La famille de Rothschild était juive de père en fils, souvent, mais l'épouse était souvent une non-juive qui se convertissait. Et il a refusé cette conversion à la victoire. Ça a créé une grande animosité avec la famille Rothschild qui avait un rôle éminent, qu'elle a d'ailleurs toujours, dans la communauté juive française. Et donc, il s'est dit qu'il ne pouvait pas être grand rabbin de France contre les institutions. Il a préféré rester ferme dans ses convictions. Et donc, il ne s'est pas représenté. Ce qui a amené le rabbin Sitruk à lui succéder par la suite. Absolument. Ce qui a amené le rabbin Sitruk à lui succéder. Donc ça, c'est une chose, quelqu'un de très fort dans ses convictions. Troisième axe fort de son action, c'est tout ce qui était le dialogue interreligieux. C'était extrêmement important pour lui et il a été d'une grande efficacité et notamment on se souvient de son rôle dans l'affaire dite du Carmel d'Auschwitz où il a intervenu, mais il n'a pas arrêté d'avoir des interactions avec aussi bien l'Église chrétienne. Il a été reçu évidemment par le pape, il a dirigé des institutions, des dialogues aussi bien à l'ONU que dans le monde entier avec les musulmans et les catholiques. Donc c'était un homme extrêmement tendu vers la paix écuménique et de retrouver ce qui rapprochait les religions du livre. Là aussi, il a été ferme dans ses convictions. Et encore un point très important, c'était un homme de paix. Il a fait son aliyah vers 2010 et il n'a pas arrêté de se battre pour la paix entre Israël, les Palestiniens et ses voisins, parfois de manière qui a été un petit peu mal comprise. Par exemple ? Par les francophones, parce qu'il avait des positions assez fortes, qu'on dirait, pour simplifier, dans ce domaine-là de gauche, c'est-à-dire nous devons faire le premier, le deuxième et le troisième pas pour la paix, et après seulement dire que nous n'avons pas d'interlocuteur et qu'on peut rien faire. Et évidemment,
comme suivant ça, le grand rabbin Ovadia Yosef, le Am Israël, le peuple d'Israël est plus important que Eretz Israël, la terre d'Israël. Donc, s'il y a un espoir de paix, nous devons éventuellement laisser des territoires qui, bibliquement, sont ceux du peuple d'Israël aux Palestiniens, si ça encourageait la paix. Et dans une communauté qui s'est droitisée, une communauté francophone, une communauté israélienne, aussi bien au niveau religieux qu'au niveau politique, la modération du grand rabbin Sirat, son désir de dialogue qu'il a manifesté toute sa vie, n'a pas toujours été bien compris à la fin de sa vie, ce que vraiment je regrette. Son cousin, alors il était de Bonn, comme une partie des grands rabbins français qui ont redonné lustre à la communauté juive française, comme le grand rabbin Emmanuel Chouchna, comme le grand rabbin Saül Naouri. Grande érudition, grande modération. Et son cousin Gilles Saada, le frère de l'avant-dernier ambassadeur, Daniel, m'a raconté l'anecdote suivante, qui explique un petit peu son parcours. Son père a été un militaire. Pendant la guerre de 14-18, il s'est battu de façon formidable pour la France et il a obtenu les plus hautes décorations à la bataille de Verdun, par exemple. Et de ce fait, quand est arrivée la Seconde Guerre mondiale, les Juifs algériens ont perdu pendant quelques années leur nationalité française, mais la famille Sirat, du fait de ses médailles militaires, a conservé cette citoyenneté française. Oui. Et qu'est-ce que ça changeait? C'est que le grand rabbin Sirat est allé à l'école, alors que les autres ne pouvaient pas. Il est allé à l'école, et c'est là où il a mesuré du doigt l'antisémitisme des Français en Algérie, beaucoup plus important que l'antisémitisme qu'il y avait en métropole. Et par qui il a été défendu sur les attaques de sales juifs à l'école? Par les petits musulmans de sa classe. Donc évidemment, on comprend que ça a baigné son enfance et toute sa vie, il s'est bagarré justement pour qu'il y ait un dialogue, qu'on puisse avancer vers la paix. C'est les premières réflexions qui me viennent quand on évoque cette grande personnalité, culture, érudit et ferme dans ses convictions. Un dernier mot avec vous, Marc Eisenberg. Vous évoquiez sa retraite en Israël. Il a reçu en 2019 le prix israélien pour l'éducation toranique en diaspora. C'est un homme qui était un enseignant avant tout et il dira à ce propos, je le cite, « Le métier d'enseignant est le plus beau métier ». C'est un message qu'il aura porté toute sa vie finalement. Absolument. Et nous, à l'Alliance, on était proche du grand rabbin Sirat, on essaye de s'inspirer de ce type de devise. Et effectivement, c'était un enseignant, un pédagogue avant tout. Merci beaucoup, Marc Eisenberg, d'avoir été avec nous pour rendre hommage au rabbin René Samuel Sirat Zichrono Livracha. Je rappelle que son enterrement aura lieu dimanche à Jérusalem, que le grand rabbin de France, Chaim Corsia, sera avec nous à 14h30 pour lui rendre hommage. Marc Eisenberg, vous voulez ajouter quelque chose? Juste pour dire que vraisemblablement, le dimanche, pas ce dimanche, le dimanche d'après, il y aura une cérémonie rue Lafayette en l'honneur du rabbin Sirat en France, en présence du grand rabbin de France, justement après où il a officié. Voilà, c'est là où il a officié. Il était à Paris dans cette synagogue qui abrite le centre communautaire, et donc il y aura une grande cérémonie. J'espère que nos auditeurs viendront nombreux pour rendre hommage à cet homme de dialogue et de paix. Merci beaucoup d'avoir été avec nous et Shabbat Shalom.